Bonjour, merci beaucoup Michel. Alors effectivement, c'est une présentation que nous avons préparée ensemble et nous voulons également interpeller la salle à quelques moments, très rapidement, pour essayer de faire un peu de construction. Ce dont nous allons vous parler, ce sont des phases 2 et 3 d'un document dont vous entendez parler depuis ce matin et on a pensé que ce serait une bonne idée de vous le montrer, que vous pouvez télécharger sur le site de l'INES. Et lorsqu'on parle des phases, dans votre pochette, vous avez un document avec les 4 phases. Donc, nous, on parle des phases 2 et 3. Il n'y aura pas d'énormes surprises. Vous allez voir, on est pas mal tout le monde sur la même longueur d'onde. On vous présente des enjeux et des pistes de solutions auxquelles on a pensé. Ce n'est pas la panacée et vous serez appelés à intervenir avec vos suggestions, mais c'est le fruit de nos réflexions. Alors oui, ce fut une collaboration qui est fructueuse, en tout cas qui a été très agréable. Alors, on souhaite que ça puisse paraître dans notre présentation de cet après-midi. Alors, bien entendu, quand on aborde la phase 2 et 3 du cadre d'élaboration des guides de pratique dans le domaine social, il y a différents défis qui sont spécifiques à ces deux phases-là. Donc, la première, qui est la phase 2, la collecte et l'analyse des différentes formes de données, c'est sûr que, vous l'avez nommé ce matin, il faut cerner les dimensions, les questions à documenter. Tout ne peut pas être documenté. Alors, il faut bien s'assurer qu'on cerne adéquatement les dimensions pour lesquelles on va mener une cueillette de données et pour lesquelles on va faire une analyse de ces données-là qui soit la plus pertinente possible. Alors, un défi est aussi d'identifier des sources d'informations utiles et crédibles et de mettre en commun ces données et de pouvoir les interpréter. Plus facile à dire qu'à faire. Pour répondre à ces défis, ce qui nous semblait être une piste de solution intéressante est vraiment de s'assurer que dans la phase 2, on a des allers-retours dynamiques fréquents avec la phase 1. Pourquoi? Parce qu'il s'agit qu'à la phase 2, on prenne une voie qui ne correspond pas au questionnement initial pour que toutes les étapes ultérieures du guide de pratique en souffrent. Alors, on considère que c'est important de favoriser les allers-retours dynamiques entre les deux phases. Bien sûr, il faut préciser les dimensions abordées et pour ce faire, on considère, on a beaucoup discuté, Diane et moi, de l'importance du cadre d'analyse. Alors, il nous faut un bon cadre d'analyse qui va nous permettre de passer de la question décisionnelle à la question de pratique. Alors, notre cadre d'analyse doit nous permettre de mieux connaître le problème et de mieux comprendre le problème. Alors, on fait une petite distinction entre les deux. Alors, mieux connaître le problème, c'est sûr qu'il faut préciser, mais sans trop réduire. Et je citerai quelqu'un, pour paraphraser quelqu'un d'autre, j'ai le goût de vous partager cette maxime que souvent, il y a des choses qui peuvent être plus difficiles à compter, mais qui comptent beaucoup. Et en revanche, il y a des choses qui se comptent très bien, mais qui comptent peu. Ça vient pas de moi. Alors, mais cette préoccupation-là de s'attarder aux dimensions qui peut-être peuvent être plus difficiles à compter doit trouver écho dans notre cadre d'analyse et nous permettre de pouvoir prendre les bonnes décisions dans l'élaboration du guide de pratique. Mieux comprendre le problème, il faut s'assurer que notre cadre d'analyse auquel on a recours va vraiment nous aider, non pas uniquement à classer l'information, mais vraiment à expliquer. Donc, simplement, on sait qu'en
un projet de recherche qui s'intéresserait aux bonnes habitudes alimentaires, qui compte les portions uniquement sans égard à ce que les portions constituent, on sait qu'on est à côté un peu si on fait cette réduction-là de cette façon. Donc, on doit s'assurer que les informations auxquelles on s'attarde sont des informations qui vont bien s'asseoir sur un cadre d'analyse. Et en la matière, les cadres d'analyse peuvent être relativement imparfaits. Donc, il faut être capable d'ouvrir et d'avoir la possibilité d'explorer des contributions de cadres d'analyse limitrophes. Donc, il est possible que certains cadres d'analyse puissent être empruntés à d'autres domaines à l'étude que le domaine ou la spécificité de l'objet d'étude du guide de pratique. Je vais vous donner un exemple. Quoique, simplement pour illustrer. J'ai fait ma carrière de chercheur en santé et sécurité au travail. J'ai développé l'évaluation de programmes en santé et sécurité au travail. À un certain moment, j'ai eu à évaluer un programme syndical de formation qui visait à faire en sorte que les gens aient une approche plutôt préventive. Alors, ça me permet aussi d'introduire la notion de théorie du programme que vous connaissez. Après une première étude exploratoire que j'ai faite avec mon collègue Luc Desnoyers, on a schématisé la théorie du programme de la façon suivante. La centrale syndicale formait des permanents syndicaux et des délégués de manière à ce qu'ultimement, ils agissent dans leur milieu respectif. Mais leur pensée était la suivante: il faut se servir de l'expérience et des connaissances des gens qu'on forme pour documenter les facteurs de risque. Il faut de l'échange et de la confrontation des connaissances. Il ne faut pas d'exposé. Ils ne voulaient pas de prof universitaire parce que c'était trop dans les tours d'ivoire. Il fallait privilégier les discussions, les travaux d'équipe et avoir une communication simple et directe. Et vous avez vu, j'ai indiqué attribution externe des causes des accidents. La pierre angulaire de cette formation-là était la suivante. On l'a découvert en leur posant la question. Il faut que les gens cessent de penser que les accidents de travail sont la responsabilité des travailleurs, alors que c'est la responsabilité des employeurs, au sens de la loi. Alors, pour essayer de mettre un peu de cadre dans cette théorie-là, on a trouvé la théorie de l'attribution, qui n'était pas jeune, qui venait du côté psychosocial, dans laquelle on dit que, généralement, dans les sociétés occidentales, quand un événement négatif se produit chez quelqu'un, cette personne attribue l'événement négatif, le vol ou l'accident, à des facteurs externes. Mais il y a un problème parce que son entourage attribue l'accident ou l'événement négatif à cette personne-là. Donc, ça nous a permis d'expliquer que c'est pas que les délégués syndicaux étaient des mauvaises personnes, là. Ils faisaient partie d'une société occidentale où ça va de soi de fonctionner comme ça, à moins de mettre de l'avant la formation. Alors, des cadres limitrophes peuvent nous aider donc à construire la théorie, autrement dit, les hypothèses d'action d'une intervention, d'une pratique comme telle. Alors, pour aller plus loin dans l'utilisation des données, on doit utiliser des sources d'informations utiles et crédibles, comme on a mentionné précédemment. Par ailleurs, on sait que certains aspects importants de l'intervention ont été peu documentés ou peu publiés. Et que pour qu'une pratique soit basée sur des données probantes, elle a initialement été basée sur des données qui étaient émergentes, voire une pratique innovante. Alors, comment considérer ces informations-là si on n'est pas dans un stade où les données probantes sont très solides et très établies? Alors, la rareté des productions scientifiques est aussi liée à, je pense qu'il faut qu'on puisse se le dire entre nous, peut être aussi liée au fait que certains types de recherche sont d'une part plus difficilement subventionnables et d'autre part peut-être plus difficilement publiable. Alors, il n'est pas rare que, face à un questionnement sur une pratique, on ne trouve pas spécifiquement les informations pertinentes dont on aurait besoin pour répondre à la question.
Alors, en plus, ce à quoi se rajoute au niveau des établissements du social la difficulté d'avoir accès à des bases de données documentaires. Alors, que faire? Que faire en l'absence de données, des productions scientifiques solides et bétonnées? Alors, moi, j'ai toujours une solution. Martin disait ce matin que lui est un disque dur qui répète toujours un peu la même chose. Alors, moi, ma solution est toujours plus de recherche. Alors, il faut faire plus de recherche. Par ailleurs, dès ce matin, Mme Beauchamp nous mettait en évidence ce qu'on pourrait appeler le sous-financement de la recherche au niveau des sciences sociales. Alors, on pourrait aussi impliquer davantage de chercheurs et l'utilisation des chercheurs dans la démarche d'élaboration à ce moment-là peuvent être considérées vraiment comme des boîtes à outils. Donc, des personnes qui peuvent nous donner accès à des références, nous partager des cadres théoriques, explorer avec nous la précision des dimensions à considérer. On doit également, et ça, je crois que ça a été identifié dans la table ronde clairement, en présence ou non de données scientifiques robustes, on doit accorder temps et énergie à colliger les données contextuelles et expérientielles et élargir aussi à l'analyse de données complémentaires. Et ce que nous considérons, c'est que le développement ou la connaissance de données contextuelles expérientielles peut aussi être utile pour considérer des données complémentaires. Donc, c'est un processus itératif et que cette mise en relation avec les savoirs d'expérience peuvent nous amener à des retours au niveau des écrits scientifiques, mais sur des pratiques légèrement différentes ou des dimensions légèrement différentes qui pourraient avoir une contribution à clarifier la question. J'avais un petit exemple. Oui. Un petit exemple, reprenons la formation syndicale en santé et sécurité au travail. Il n'y avait pas d'article scientifique sur des programmes syndicaux de formation en prévention en santé et sécurité. Mais il y avait tout un bagage de connaissances en andragogie, par exemple. Puis il y avait tout un bagage de connaissances en relations industrielles. Donc, il faut, dans ce cas-là, sortir de sa zone de confort. Au besoin, aller chercher des gens qui connaissent davantage ces connaissances-là pour venir nourrir la réflexion au niveau de la pratique et l'appuyer sur des choses plus générales. Petit exemple en formation, vous savez, on peut, selon le cadre de Bloom, acquérir des connaissances de la compréhension appliquée. Mais on ne s'y prend pas de la même façon pour faire en sorte que les gens acquièrent des connaissances ou appliquent. Alors, ça nous permet donc de nous inspirer des résultats des recherches en éducation pour venir nourrir une pratique qui est une formation syndicale, par exemple. Merci Diane, cette prise en considération des données expérientielles et contextuelles nous amène aux questions qu'on veut discuter rapidement avec vous de la constitution des groupes d'experts. Alors, qui devrait faire partie du groupe d'experts et comment s'assurer de la participation active des parties prenantes? Alors, on reprend avec la première question. Qui devrait faire partie du groupe d'experts? On aurait 3 minutes au total pour vous entendre là-dessus. Nous, on a tellement aimé notre co-création qu'on s'est dit, ne soyons pas égoïstes, ouvrons à l'auditoire pour partager avec nous. Quand on crée un groupe aviseur, au fond, là, sur lequel on s'appuie pour développer notre guide de pratique, de qui devrait être composé ce groupe-là? En présence de données scientifiques ou avec des données scientifiques limitées. Ouais. Donc, oui. Monsieur, là-bas? Ben, ça prend des experts. Si on doit faire des gens de terrain qui vivent ce qui se passe, quoi que ce soit, parce que moi, je suis clinicien, j'ai vu souvent des projets qui étaient développés et il y avait sur le terrain, il y avait des cliniciens, ça ne fonctionne pas. Alors,
faut prendre une autre intervention, puis on va passer à autre chose. On peut en prendre une autre. Dépendamment de l'organisation, mais disons, dans nos super organisations à plusieurs niveaux hiérarchiques, peut-être avoir des représentants de la gestion au niveau stratégique, tactique et opérationnel, c'est ceux qui mettent en œuvre avec les intervenants et tout ça, mais aussi ceux qui organisent les services et ceux qui donnent les orientations stratégiques pour que ça puisse suivre la ligne décisionnelle et que le changement se mette en œuvre ensuite. Excellent, merci. Donc, vous allez voir, on est assez d'accord, tout le monde. Alors, pour nous aussi, on mettait en évidence l'importance que ce soit effectivement des membres des organisations producteurs de guides, des utilisateurs visés, des représentants des usagers, des proches, des organismes communautaires pertinents, des chercheurs et finalement, dans le doute, on inclut. Alors, c'est le leitmotiv là, de qui, dans le doute, on inclut, et quand, qui est une question particulièrement importante. Alors, à ce moment-là, pour nous, ce qui s'imposait est dès le début et en continu. Bien sûr, il peut y avoir des difficultés d'orchestration de la démarche en fonction du nombre de personnes qui peuvent être considérées, mais il y a des façons de faciliter cette participation des parties prenantes, donc d'avoir un processus qui soit le plus transparent possible et d'avoir des mécanismes qui sont spécifiés, qui sont systématisés pour s'assurer de leur implication. Bien sûr, l'information doit être accessible. Information accessible au niveau du langage utilisé, mais également information accessible en lien avec le processus de consultation utilisé. Alors, des documents déposés en séance tenante ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'étudier, de réfléchir, de questionner avec des collègues n'est pas une information accessible. Bien sûr que si, dans le doute, on inclut, il faut prévoir des mécanismes d'animation, des réunions qui vont favoriser la participation de chacun. Et si on prévoit ces mécanismes-là, on risque, et c'est heureux, d'avoir des positions différentes. Alors, on est loin de mettre en évidence qu'il faut avoir un consensus complet. On considère que c'est important de pouvoir avoir accès à des positions différentes et de pouvoir les considérer dans les recommandations qui sont faites. Alors, on considère de consigner les positions divergentes, mais toujours dans le respect et l'absence de jugement des opinions présentées par les participants. On arrive ensuite à l'étape de rassembler les données. Alors évidemment, il est important de consulter des spécialistes en base de données. Ça, je ne serais jamais trop insister. C'est des gens qui ont une formation. C'est sûr qu'on devient souvent une personne orchestre parce qu'on n'a pas beaucoup de ressources, mais finalement, on brûle du temps qui pourrait être utilisé à d'autres fins. Les gens qui font de la recherche bibliographique informatisée sont souvent extraordinaires pour dénicher la petite étude qui pourrait avoir un impact qui est très, très important. On l'a dit précédemment, on va avoir, suite à la consultation des bases de données, des documents qui vont venir de différents corpus. Mathieu Roy l'a souligné ce matin. Et Sylvie a insisté sur le fait que toute l'information qu'on va aller chercher doit être en lien avec PICO, qu'elle a présenté, je ne répéterai pas. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'essentiellement, il faut aller documenter la nature et les caractéristiques des facteurs qui ont contribué au problème, parce qu'il faut que les interventions puissent toucher ces facteurs contributifs-là, les caractéristiques des groupes cibles, les activités, les services qui pourraient être dispensés, qui ont peut-être fait l'objet d'évaluation, les ressources humaines, matérielles, financières. J'emprunte le cadre de Contandriopoulos lorsque je vous dis ça. Les effets positifs, négatifs et les éléments de contexte. Parce que ce qu'on va chercher à faire ultimement, c'est de bâtir un modèle logique. D'être capable, si on veut éventuellement faire du transfert, être capable d'expliquer la séquence dans laquelle les ressources vont produire des activités qui vont mener à un certain nombre d'effets. Alors, ça nous amène à la phase 3 de l'élaboration des recommandations. Alors, on a à la fois
des données scientifiques, on a à la fois des données contextuelles, expérientielles, comment mettre en commun et trianguler les informations pour arriver à générer la recommandation la plus soutenante et la plus solide possible. Alors, bien entendu, il y a un équilibre à trouver, que cet équilibre-là soit à trouver entre les énergies consenties à documenter l'ensemble des écrits scientifiques par rapport à une participation qui serait plus sommaire au niveau des données contextuelles ou expérientielles. Donc, il faut à la fois mettre en relation ces différentes sources d'informations et avoir une façon de pouvoir générer la recommandation qui ne va pas à l'encontre des données scientifiques, mais qui permet de mettre en lumière les limites ou les particularités des savoirs expérientiels et contextuels. Il faut aussi dire qu'il n'y a probablement aucune étude qui va étudier une pratique exactement de la façon dont elle se déploie dans un milieu spécifique d'intervention. Donc, on doit pouvoir mettre en relation d'autres sources d'informations pour générer notre recommandation. Dans le travail de mise en forme d'une recommandation, on considère que vigilance est de mise. Donc, il faut s'assurer que les messages adressés aux utilisateurs de guides de pratique requièrent une mise en contexte. On sait que d'un point de vue clinique, dans les dernières décennies, on a accordé une importance on a accordé de l'importance sur la... Vous avez vu, j'ai tout de suite... on a donné, sur la façon dont on nomme les choses. Alors, si je vous parle d'une pratique qui a une recommandation faible, bien, je pense qu'il n'y a personne qui va vouloir rapidement mettre en œuvre la pratique. Mais si je vous parle d'une pratique qui est émergente, déjà, c'est plus intéressant. Ça, en plus, je vous dis que cette pratique émergente-là est innovante. Pourtant, j'ai les mêmes données, là. J'ai les mêmes données scientifiques ou contextuelles ou expérientielles, mais la façon de nommer la recommandation va être porteur de sens et de message. Donc, d'où l'importance du vocabulaire utilisé. Et ça, pour nommer les recommandations, on sait qu'il y a une vaste littérature et qu'il y a toutes sortes de propositions. Ce matin, je prenais note de recommandations qui étaient... Monsieur Roy parlait de recommandations qui étaient... je trouve pas ma note, je l'ai plus loin... Il va me le redire tantôt, mais qui était... Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a peut-être une réflexion à ce qu'on puisse avoir ensemble sur la façon de qualifier nos recommandations. Après ce que Carmen vient de dire, on a une question, mais là, on va vous demander d'y répondre peut-être à 3 personnes en 2 minutes. Donc, ça fait des interventions de 30 secondes. Selon vous, est-ce qu'une intervention doit être mise en œuvre telle que décrite dans le contexte dans lequel elle a fait l'objet d'une évaluation d'efficacité? Autrement dit, vous avez une bonne recherche évaluative, ça montre l'efficacité dans un contexte A, vous n'avez pas ce contexte-là, qu'est-ce que vous faites? 30 secondes. Mais c'est ça que vous avez à peu près de ce temps-là dans le réseau, 30 secondes. De toute façon, on pourrait implanter des programmes, les évaluer. Personne ne veut se lancer? On peut l'adapter. Sergueï, est-ce que ta voix va porter? Peux-tu répéter ça en 15 secondes? En 15 secondes, il faudrait l'adapter, c'est-à-dire lorsqu'on passe de la planification à la mise en œuvre, il y a des éléments d'adaptation qu'il faut amener afin que ça puisse prendre la sauce qui se prend. OK.
OK, merci. Sergueï fait très bien le lien avec ce dont je vais parler maintenant, c'est le transfert de connaissances. C'est sûr que j'ai mis aussi partage de connaissances. On utilise souvent transfert et ça a l'air d'être unidirectionnel, mais dans les articles scientifiques, ça ne l'est pas. Alors, ultimement, ce qu'on veut, c'est faciliter l'utilisation, ça a été dit ce matin, des connaissances qui sont issues des guides pour améliorer les services dispensés. Je vais vous parler de 2 démarches. Et mon objectif est double. D'une part, vous montrer comment on peut se servir de la littérature pour bâtir un modèle logique, et d'autre part, en même temps, vous donner quelques éléments supplémentaires par rapport à ce qui a été dit sur le partage de connaissances. Au CLIP, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de modèle logique. On faisait du partage de connaissances le mieux possible, mais on ne se posait pas des questions du genre « quel est l'objectif, à qui je m'adresse, etc. » Donc, on a regardé dans les publications scientifiques et on s'est rendu compte qu'à l'époque, en plus, c'était bien, on avait 2 beaux, récents bilans de connaissances. Et ce qu'on disait, c'est que pour favoriser l'utilisation des connaissances chez les utilisateurs, il faut qu'on perçoive que les efforts sont acceptables, les risques aussi, qu'il y ait une réceptivité. Les 2 premiers ayant un effet sur la réceptivité. Il faut que les gens aient une certaine expertise, reconnaissent l'utilité de ce qui va être transféré. Et là, on avait des questions sur lesquelles on ne pouvait pas vraiment jouer comme organisme externe, tels que le poste, le niveau de scolarité, etc. Mais ça prenait aussi au centre des stratégies de soutien. Je n'insisterai pas beaucoup parce que Julie va en parler tout à l'heure. Ça prenait chez les chercheurs, ça a été dit ce matin, de la crédibilité, des capacités relationnelles, des habiletés pour adapter les connaissances aux besoins. Et il fallait que les connaissances soient arrimées aux besoins, aux compétences et aux observations des gens auxquels les connaissances sont destinées, de la cohérence avec les pratiques, qu'elles soient concrètes, applicables, accessibles. Il fallait un bon contexte organisationnel qui soit favorable. Vous allez voir pourquoi je ne m'en occupe pas pour l'instant, et des technologies adaptées. Alors, on a bâti le modèle logique suivant. Et ce que ça nous a permis de faire, c'est de bâtir la dernière ligne là, où on voit l'effet ultime qui est le changement de pratique, avec un petit pointillé parce qu'on sait que le contexte va jouer là-dessus. Et généralement, on n'a pas le contrôle sur ce contexte-là. Mais en amont, ce qu'on veut, c'est que les gens utilisent les connaissances, du moins c'est ce qu'on espère. On sait qu'ils doivent être réceptifs pour ce faire. En amont, on sait qu'ils doivent évaluer que les efforts et les risques sont acceptables pour ce faire. Et pour y arriver, il faut que les connaissances soient crédibles et accessibles et applicables et cohérentes avec les pratiques. On parlait d'indicateurs tantôt de l'implantation. On pourrait aller mesurer ça chez des gens lorsqu'on a fait un partage de connaissances, plutôt que d'aller mesurer directement l'implantation, comme le changement de pratique, parce qu'on a peut-être fait des erreurs dans notre activité de partage de connaissances qu'on pourrait corriger en cours de route. Et en amont, vous avez la démarche qui était mise de l'avant, qu'on a mise de l'avant par le CLIP. Il y a 2 morceaux qui ont disparu dans le transfert du PowerPoint. En tout cas, il faut adapter le contenu et la forme des connaissances qu'on veut transférer. Il faut également faire en sorte qu'on ait une stratégie de diffusion des guides de pratique et qu'il y ait des stratégies d'accompagnement. Alors, ce qu'on a fait, là, j'ai à peu près 2 minutes et demie pour vous parler de ça, même pas, c'est qu'on a fait un projet au CLIP avec les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires à vocation sociale, l'INES, le M3S. Il y a une trentaine de personnes qui ont participé à ce projet-là et on a élaboré un outil à partir de l'expérience des gens, de 3 pratiques innovantes et 3 CAU et IU, là, au total, ont créé des communautés de pratiques pour voir comment ils pouvaient partager les connaissances sur leurs pratiques de pointe ou innovantes. Et suite à ça, collectivement, on a créé un outil qui était basé sur les savoirs, savoir-faire, savoir-être, que vous connaissez très bien. Et cet outil est disponible au site www.trace.ca. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez le consulter sur place. Essentiellement, ce qu'on savait, c'est que, à travers ce projet-là, le savoir, avant de favoriser le partage sur une pratique de pointe, est tridimensionnel. Il faut bien maîtriser la pratique en question. Il faut connaître les processus et stratégies de transfert de connaissances et les milieux utilisateurs vers lesquels la pratique devrait être exportée. C'est là que c'est intéressant d'avoir des communautés de pratique avec ces milieux-là.
Des exemples de questions qu'on peut se poser. Est-ce que mon organisation connaît bien la pratique? Est-ce qu'on connaît l'objet, ses objectifs, ses activités, ses moyens, pour pouvoir expliquer à l'autre ou aux autres comment ils peuvent s'approprier ces pratiques-là comme telles? Le savoir-faire, est-ce qu'on a les habiletés à mener des activités de transfert? On a peut-être des connaissances théoriques, mais... Et parmi les habiletés, je vais aller trop vite, on veut mobiliser les ressources. Alors, est-ce qu'on sait comment mobiliser ces ressources-là? Il y a une liste d'activités qui ont déjà été documentées dans la littérature scientifique et qui semblent être efficaces. Des activités éducationnelles en petits groupes, des collaborations de professionnels, des incitatifs financiers, ça il faut en parler en haut lieu, j'en suis consciente, des campagnes médiatiques et des stratégies qui combinent différents outils et activités. Le savoir-être, ça c'est plus difficile, c'est accepter que ce qu'on propose soit transformé. Et dans les 3 cas du projet TRACE, les 3 pratiques, toutes les communautés de pratique ont transformé la pratique pour l'adapter à leur propre contexte. Fait qu'il faut aussi être un peu humble par rapport à ce qu'on a mis en œuvre pour que les gens se l'approprient. Donc, il y a une série également dans l'outil de questions qu'on peut se poser sur son attitude. Et en conclusion? Alors, ça nous amène à la conclusion. On est dans les temps. Monsieur, oui, alors, dans notre conclusion, on se demandait de quel type de recherche les services sociaux ont-ils besoin pour soutenir la qualification des pratiques? Alors, question simple. Donc, ce qu'on considère, c'est qu'il est important de continuer, d'avoir l'audace d'aborder des questions complexes. Pour aborder des questions complexes, on a besoin de différentes méthodes, approches méthodologiques, voire même de développement méthodologique. Et pour ce faire, on doit considérer la qualité. On ne doit pas, je reprends mon idée, cet investissement-là ne doit pas se faire au détriment de la qualité des études que l'on mène. Mais quand on pense à de la qualité scientifique, on pense aussi à des ressources qui peuvent être requises d'une façon importante et il faut, en social, se donner l'espace pour pouvoir générer des bonnes études qui vont avoir une contribution. Et là, ne pas faire l'économie des ressources. Donc, on n'aurait pas idée, dans le monde de la santé, on n'aurait pas idée de développer un nouveau médicament en 3 mois avec un coût restreint. On ne ferait pas ça. On doit aller vers des méthodes et des démarches qui sont respectueuses de l'objet et du sujet d'étude. Merci. Merci.